Bonsoir à tous, chers supporters monégasques, et bienvenue sur Débrief ASM. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas un débrief de match, mais plutôt une interview d'un ancien joueur de Monaco. Alors tout d'abord, pour ce faire, je serai accompagné de Bastien, de Fred, de Manu et de Laetitia. Et nous accueillons avec un grand plaisir Nicolas Maurice Belay, voilà, ancien joueur de Monaco. C'est vraiment très gentil de ta part de nous accorder cette interview. On est vraiment très heureux de te recevoir. Et voilà, on voulait savoir un peu, tout d'abord, comment vas-tu et si tu peux un peu nous rappeler ton parcours. Déjà, merci à vous, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des supporters monégasques, parce que voilà, c'est un club qui m'a forcément marqué, donc de pouvoir partager ce moment avec vous, je trouve ça cool de votre part. Merci. Écoutez, moi, j'ai commencé à l'âge de 6 ans à l'US Créteil, en région parisienne. J'ai commencé en débutant, parce qu'avant, ça s'appelait pas U6, U7, débutant en première année, deuxième année, etc. Et j'ai joué à peu près jusqu'à 10-11 ans. Après, je suis parti à la VGA Saint-Maur. C'est un club qui est à côté, parce que je viens du Val-de-Marne, où j'ai joué pendant 2 ans, parce qu'en fait, on a suivi un coach de Créteil qui était parti là-bas. Et pendant ces 2 années, j'ai intégré l'INF Clairefontaine. Pendant la période, si vous voulez, où il y avait la génération d'Atem Ben Arfa. C'était la génération qui était en dessous de la mienne. Et après le Clairefontaine, j'ai intégré l'AS Monaco à l'âge de 16 ans. C'était en juillet 2001. Et je suis resté 5 ans, dont ma 5e année où j'ai joué 1 an en professionnel. Après, j'ai été prêté 1 an à Sedan en Ligue 1. J'ai été transféré après 4 ans, où j'ai signé 4 ans à Sochaux et j'ai fini 6 ans à Bordeaux. Donc voilà pour ma carrière. Ok, merci beaucoup. C'est vrai que on se souvient de toi, tous autour d'aujourd'hui. Alors, première question, du coup, que deviens-tu actuellement? Écoutez, je suis resté dans la région bordelaise parce que voilà, ma femme et mes enfants s'y plaisaient. Donc forcément, par rapport à ma fin de parcours, ma fin de carrière, comme je l'ai faite à Bordeaux, c'était plus facile aussi de rester dans la région. Et puis, moi, si vous voulez, je suis beaucoup mes enfants parce que voilà, ils sont dans le foot. Et puis voilà, je regarde beaucoup de matchs. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur, donc je suis toujours autour des terrains, on va dire. Ah, super. Alors justement, on va parler un peu de ton passé, du coup, d'avant le centre de formation de Monaco. Donc, est-ce que tu avais d'autres propositions, d'autres clubs pour le centre de formation, autres que Monaco, en fait? Et si oui, pourquoi avoir choisi Monaco, justement? Petit, en fait, quand j'avais 11-12 ans, j'avais fait des essais à Auxerre, parce que c'était un club qui était réputé pour le centre de formation, mais après qui aussi avait une réputation de prendre beaucoup de joueurs. Et si vous voulez, quand j'ai passé mes thèses de Clairefontaine, il y a l'AS Monaco et Metz qui m'avaient fait des propositions. Et il faut savoir que mon club préféré quand j'étais jeune, c'était Metz. Non. Bon, on va couper Il y en a là. une, elle n'est pas contente là, elle va couper l'enregistrement. J'allais chercher mon maillot d'ancien. Et je peux pas expliquer pourquoi, mais je vais être le seul Parisien qui soit pour Metz. Et si vous voulez, en fait, la première visite que je fais, c'est avec l'AS Monaco. Et ils ont sorti le grand jeu, et puis voilà. Donc c'est comme ça que j'ai signé à Monaco. Très bien. Justement, est-ce que tu gardes de bons souvenirs du centre de formation? Pour moi, c'est le meilleur moment de ma vie. J'ai eu la chance de faire l'INF Clairefontaine aussi, qui a été un très très grand moment. Après Monaco, le package que j'ai eu, c'est que j'ai gardé une amitié très très forte avec des joueurs qui soient passés pro ou pas. Et c'est vraiment un endroit qui m'avait marqué parce que je trouve comment les éducateurs, les entraîneurs ou éducateurs, je sais pas comment on peut les appeler, la manière dont ils nous traitaient. Et c'est des choses en fait qui marquent un joueur parce que voilà, le milieu du foot,
on voit que le bon côté des choses, mais c'est très très compliqué quand ça va pas, qu'on a des moments de doute et tout. Et je trouve qu'à l'ASM, la plupart des joueurs, on a toujours bien été traités et on a toujours gardé que tu sois passé pro ou pas, on a tous pratiquement gardé un très très bon souvenir de l'ASM et c'est quelque chose qui m'a marqué fortement. Et justement, sur ce centre de formation, donc du coup aujourd'hui et qui a bien évolué, est-ce que par hasard tu as eu la possibilité de visiter le nouveau centre de performance? Et si oui, quelles ont été tes impressions? Tu parles de la diagonale ou du centre de performance des pros? Des pros, voilà, c'est ça exactement, le nouveau centre de performance qui vient d'être créé, quoi. Non, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu parce que apparemment c'est un peu compliqué pour y aller. Mm. J'ai plus eu l'occasion d'aller voir des matchs de la Youth League ou des Ah oui? U17. Ouais. Et Oui. c'est vrai que de l'extérieur, en plus, tu te demandes comment ils ont pu bâtir ça près du rocher et tout. Donc c'est complètement fou. Après, voilà, ça, c'est à l'image voilà, des ambitions du club et ça fait plaisir que le club il évolue comme ça. C'est vrai que le dernier joueur à être venu visiter il n'y a pas longtemps, c'était Dimitar Berbatov, qui avait été vraiment très content de voir les nouvelles installations. Super, du coup on va passer aux autres questions et Laetitia, c'est à toi. Donc, tu fais tes premières minutes de jeu avec l'équipe pro lors du match de Coupe de la Ligue au Vélodrome le 23 octobre 2003. Quels ont été tes ressentis? Si tu veux, en fait, c'était un peu. Ça vous dérange pas si je vous tutoie à chacun? Oh, pas Ah non, vraiment. pas de plaisir. Pas de souci. Ben, En fait, si tu veux, c'était un peu particulier parce que, en fait, ce jour-là, le coach Deschamps, en fait, il va envoyer toute la CFA, en fait. Toute la CFA, je sais plus pour quelle raison, parce que je pense que c'était l'année de la finale de 2004 contre Porto, c'était l'année de la Ligue des Champions. Et nous, on était tous contents d'y aller parce que c'était, pour certains, ça devait être leur deuxième, troisième match. Moi, c'était ma première. Et en fait, ce qui est impressionnant, forcément, le Vélodrome, il est mythique. Tu joues contre Didier Drogba, contre des joueurs quand même d'un certain standing. Et forcément, tu es impressionné. Après, bien sûr que tu y allais sans forcément te dire que tu allais gagner. Mais pour une première, voilà, c'est toujours bon de commencer dans des stades comme ça. D'accord. Monaco en 2004 a atteint la finale de Ligue des Champions. Quelles ont été tes impressions justement sur ce parcours de Ligue des Champions? Franchement, tu sais, ils nous ont fait rêver. Parce que on a eu le droit au 8-3 de la Corogne. Il y a eu des matchs exceptionnels. Et j'ai eu la chance en plus de pouvoir tu sais, intégrer le groupe pro à l'entraînement. Et c'était vachement impressionnant. Morientes, le charisme, le rouleau compresseur que c'était. Et franchement, on s'est régalé. Et ce qui est dommage, c'est que cette année-là, par exemple, Lyon, ils prennent le titre devant nous, mais on était plus fort que Lyon. Ouais. Parce que je me rappelle, on les bat 4-1 en Coupe de France. On est archi dominant toute la saison. Et nous, ça a été une grande fierté de voir leur parcours. Et mon plus grand regret, c'est parce que j'ai pas pu assister à la finale, parce que le lendemain, nous, on avait une finale de CFA que j'ai un peu la rage contre mes coéquipiers parce que certains voulaient insister, mais bon, une finale de Ligue des Champions, normalement, ça se loupe pas, comme on dit. Mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Justement, lors de cette saison 2003-2004, quels joueurs t'ont le plus impressionné et je sais pas, lesquels t'ont peut-être donné encore plus envie de rentrer dans le monde du football professionnel, quoi. Si tu veux, nous, où c'était compliqué, en fait, c'est que tu as deux façons de voir les joueurs. Sur ton canapé, tu vois certains joueurs qui sont forts. Et quand tu le vis au quotidien avec eux, enfin, au quotidien, c'est un grand mot parce que j'y allais de temps en temps. Mais par exemple, tu vois, un mec comme Zikos, c'était impressionnant. Parce que ça allait peut-être pas vite, mais c'était un ordinateur. C'était un ordinateur dans sa façon d'anticiper, dans sa façon de penser. C'est un joueur qui m'a impressionné. Forcément, Morientes, Ludo Giuli, parce que je trouve que c'était un leader phénoménal. Et je trouve qu'il y avait une alchimie dans l'équipe qui faisait en sorte que ils étaient trop, trop forts.
C'est vrai que c'était vraiment une super, De toute façon, c'était un lors de super la effectif. préparation de cette saison où ils étaient en Bretagne, que l'eau était pas chaude et qu'il Oui, avait dit à Julie, cours dans l'eau et s'il te suit, c'est bon, on va aller loin cette saison. Et c'est même, je sais plus quel joueur qui venait d'Afrique, il avait été plongé alors qu'il avait, bah, voilà. L'eau de c'était Bretagne, même moi, je me mets Adebayor pas dedans. ou Alors, ouais, mais Adebayor, Adebayor ou Nonda, je crois, oui. Nonda plutôt, c'est Adebayor, on l'avait pas Ouais. encore, je crois, la saison 2003-2004. Donc ça devait être Si, Nonda. si. Si, si, il C'est débutait déjà là? justement. On Ouais, ouais. préfère plus m'en souvenir de lui. Désolé. On se demande pourquoi. Tu réalises ton premier match en Ligue 1 le 6 août 2005 au 8-2. Tu rentres à la place de Malouda à la 66e minute face à Auxerre. Défaite 0-2. Tout d'abord, pourquoi tu apparais quasiment 2 ans plus tard avec les pros? Parce que dans mon parcours, j'étais un peu petit con. Parce que, bon, en fait, si tu veux, j'ai eu un parcours qui était assez facile. Ça veut dire que moi, avant d'arriver à Clairefontaine, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà signé à Monaco, en fait. Avant de rentrer à Clairefontaine, j'ai déjà signé à Monaco mon pré-contrat et j'ai signé un contrat de 5 ans. Donc, en fait, t'es pas dans des dispositions où tu es en panique. Parce que, voilà, j'avais confiance dans mon football. Les entraîneurs m'aimaient beaucoup. Donc, ça aide par rapport à ça. Et par exemple, un gros défaut qui a été de ma carrière, c'était mes statistiques. Parce que je marquais pas beaucoup, etc. et tout. Et c'est quelque chose que me poussait beaucoup mon coach à Clairefontaine, mon coach Barry Laro à Monaco, Monsieur Paul Pietri à Monaco, la famille Banide, parce que j'ai eu les deux, le père Gérard et Laurent. Et, et en fait, j'étais plutôt de quelqu'un de, on va dire, assez relax. Sauf que, voilà, première fois en fait que je fais une opposition contre les pros. Je me rappelle, j'avais été plutôt pas mal. Et Didier Deschamps, après ça, c'est des personnes qui m'avaient rapporté ça, avaient demandé qui j'étais. Et voilà, ils m'ont dit que voilà, c'était le joueur et tout. Et ils m'ont demandé le comportement. Ils m'ont dit, ouais, c'est quelqu'un qui arrive souvent en retard, il n'est pas sérieux et tout. Et je me rappelle, il m'a dit, virez-le. Il avait dit ça, en fait. Mais assez violent, enfin, c'était les rumeurs que j'avais entendues. Et, euh, et moi, en fait, je comprenais ça parce que de base, j'étais éduqué quand même dans des structures on va dire, assez rigoureuses. Et je comprenais ce point de vue. Et après, si vous voulez, en fait, je n'y allais pas souvent parce que je trouve que j'étais pas assez sérieux. J'étais pas assez sérieux et si vous voulez, ben, où je m'installe globalement, c'est que dans ma 5e année, dans l'entrée de ma 5e année de mon contrat espoir, j'avais un contrat espoir à l'époque, le coach Deschamps, en fait, il vient de me parler à la pré-saison en me disant, voilà, il faut que tu sois plus sérieux et tout et tout. En fait, je fais une très bonne prépa. Et dans ma prépa, c'est là qu'ils me font signer mon contrat pro, en fait. C'est comme ça que ça s'enchaîne. Et c'est pour ça qu'on me voit jouer contre Auxerre et rentrer au fur et à mesure dans le groupe. Voilà, en fait, quelques raisons en fait, de cette absence. D'accord. Et du coup, à la fin de cette saison 2005-2006, on va finir 10e avec 52 points. Comment expliques-tu cette chute au classement? Ben, moi, je le vois de deux manières. Si vous voulez, il y a le côté où il y avait 2003-2004, où c'était une année exceptionnelle, où forcément, tu sais que tu vas avoir des sollicitations par rapport à tes joueurs, tu sais que Morientes va revenir au Real, c'est une grosse perte. Et tu avais l'année, je crois, en transition où il y avait Saviola qui était venu, je crois, en 2004-2005, ouais. C'est ça. Et forcément, l'année de la confirmation, ben, dans l'histoire des clubs français, c'est toujours un peu compliqué. Et 2005-2006, moi, j'ai peut-être pas ce sentiment. Après, je l'ai peut-être avec le recul, avec l'expérience. Je pense que c'était plus un groupe qui était peut-être en fin de cycle ou qui avait besoin aussi d'avoir des nouveaux challenges. Parce que la preuve, au bout de 6 mois, je crois, Patevra, il part à Manchester, Adé, il part à Arsenal. Donc, tu as beaucoup de départs. Et entre-temps, c'est le coach Deschamps qui arrête, je crois, au mois de septembre et qui part de l'ASM. Donc, forcément, ce classement-là, en fait, c'est compliqué en tant que supporter. Mais à l'intérieur, on peut jamais dire que c'est compréhensible d'avoir un classement comme ça quand on est de Monaco.
Mais forcément, quand tu as une année, on va dire, de transition avec tous ces mouvements-là, bah forcément, ça impacte le sportif, en fait. C'est vrai, si je peux me permettre, c'est vraiment bizarre parce que la défense en soi, c'était la même que la saison d'avant. Il y avait Maicon, Evra, JV Esquilachi et Bernard Zico, c'était toujours là. Et puis là, cette année, en fait, on se renforce avec Olivier Capot, Maoulida. Il n'y a que Calonne qui était prêté en Arabie Saoudite, je crois, et Saviola qui s'en va. Mais sinon, il y avait quand même un bon recrutement. Voilà, Olivier Capot, Sorlin aussi, Meriem, du coup. C'est vrai qu'il y a Sébastien Grax qui était aussi revenu, je crois. Et c'est vraiment dommage qu'on chute comme ça. Et puis, il y avait Cheventon qui était resté. Puis l'hiver, quand même, il y a Vieri et puis Di qui arrivent aussi. Donc c'était vraiment bizarre, quoi, en fait. C'est Ouais, vraiment, franchement, c'était bizarre par rapport à l'effectif. ouais. Excuse-moi, Manu, ouais. Non, c'est pas moi qui ai parlé. Ah, c'est qui a parlé? Personne. Ah, personne? Non. Oh, j'entends des voix, alors. Non, c'est vrai, je te rejoins parce que moi, j'ai eu l'occasion, en plus, c'était ma première année, de voir des Vieri, Divayo, des joueurs impressionnants. Et c'est vrai que quand tu regardes notre effectif par rapport au classement, c'était incompréhensible. Et après, nous, tu vois, quand tu es jeune joueur comme ça, t'as pas ces responsabilités-là. Donc, toi, tu essayes d'avoir aussi ton temps de jeu, c'est compliqué. Tu regardes plus, forcément, toi, comment tu existes par rapport à ce groupe-là, parce que c'est assez compliqué, surtout de tout ce que tu dois emmagasiner cette première année, en fait. T'as l'entraîneur aussi, t'as un nouvel entraîneur qui arrive avec ses idées, quoi. Exactement, c'était Francesco Guidolin, ouais. Ouais, donc, Ouais. Mais il avait fait confiance à Olivier Végnot aussi, puis à Serge Gacpé. Il les avait lancés à ce moment-là aussi également. Et c'est vrai Exactement, que ouais. c'est vraiment dommage, quoi. On se dit, c'est vraiment du gâchis, quoi. Ah, ouais. Merci Laetitia. Du coup, on va passer du coup à Manu maintenant pour les questions. ouais. Donc, comme tu as dit, tu es passé par Monaco, Sedan, Sochaux. Euh, As-tu. Attends, je cherche. As-tu des regrets? Enfin, pourquoi déjà t'es pas resté à Monaco et as-tu des regrets? Ben, si tu veux, ma première année, en fait, elle est assez complexe parce que d'abord, au départ, Guidolin, quand il arrive, il m'aime beaucoup. Il me fait jouer, même des fois, Olivier Capot, que je trouvais très très fort, je joue plus que lui sur certaines périodes, et parce qu'il me montrait voilà, de la confiance, le coach. Et derrière, moi, je trouve que où j'assure pas, où je me suis donné de la suffisance, c'est que mes premiers matchs étaient intéressants, mais en fait, quand on regarde de toute façon ma carrière, c'est un peu ça, c'est que dans le contenu, je peux être bon, voire très bon, mais au final, quand t'as pas de stats, c'est quand même assez compliqué. Et, euh, et à un moment donné, ben, si vous voulez, j'ai 2 mois, 3 mois, ou je sais plus, c'est vers février. Ouais, en fait, voilà, c'est un match, je me rappelle de ça, où on joue à Colmar. On joue à Colmar sur un verglas, mais le terrain, pas possible. Et je t'avoue, je te fais un match, je te fais une sieste, mais incroyable, où je crois au bout de 20-25 minutes de jeu, il me dit viens là, ciao. Et bon, le coach, il m'a un peu éteint la lumière après, c'est-à-dire que il comptait moins sur moi. En gros, il me prenait dans le groupe, j'étais sur le banc, et à n'importe quel moment, je pouvais rentrer. Je me rappelle une fois, on joue contre. On se fait éliminer en Coupe d'Europe en huitième, je ne me rappelle plus par balle. Ouais, c'était balle. Ouais. C'était balle en huitième, et à l'aller, je crois, on perd 1-0. On égalise, on mène 1-0, donc on a égalité, et eux égalisent. Et au moment où ils égalisent, je vais pas m'échauffer, et ça faisait je sais pas combien de temps j'étais pas rentré. Et en fait, il m'envoie directement sur le terrain, en fait. Non. Et D'accord. je me rappelle parce que Laurent Banit m'avait pris dans le coin. Il m'a dit, fais des montées de genoux rapidement. Tu vois. Et je rentre. En plus, moi, j'ai un jeu de percussion. Je veux rentrer. Et je rentre, je fais n'importe quoi. Je dribble dans tous les sens, mais ça n'a aucun sens. Et je vois. Et en plus, il y a les lumières du stade, mais je commence à voir flou parce que, tu sais, quand on va avoir le second souffle, mais qu'on. Et, et en fait, je fais une entrée, mais un bordel, quoi. Et, euh, et donc, l'accumulation fait que, ben, quand on arrive
pour répondre à ta question, Manu, quand on arrive à la fin de la saison, forcément, quand tu fais mon bilan d'une saison, bon, il n'est pas trop dégueulasse parce que tu fais une quinzaine de matchs, quand même dans un effectif de l'AS Monaco, mais ça ne te donne pas une garantie pour avoir un temps de jeu assez conséquent l'année suivante. Et il y a Sedan qui se manifeste avec 3. Et donc, forcément, à l'époque, quand tu es un jeune joueur, souvent, c'est soit ta première année, tu es trop fort, tu t'installes dans ton club, soit souvent, tu te fais prêter. Et souvent, tu te fais prêter déjà en général en Ligue 2. Et j'avais eu la chance de me faire prêter en Ligue 1. Et souvent, tu te dis, bon, tu fais ta trentaine de matchs, tu arrives avec un nouveau statut l'année suivante. Sauf que je fais ma trentaine de matchs, et moi, comme d'hab, je te mets pas un but, je dois te faire 2-3 passes D. Et, mais par contre, je joue tout le temps, tu vois. Je joue tout le temps, et ce qui est bizarre, c'est quand même, je joue dans une équipe qui arrive à être 5e, je crois, meilleure attaque, mais j'arrive à te mettre aucun but. C'est ça ma grande force. et donc, quand tu arrives à l'AS Monaco l'année suivante, entre-temps, il s'est passé un an, même si, tu vois, ils ont été en difficulté l'année où je suis parti, parce que moi, je me rappelle, à un moment donné, je crois qu'ils sont derniers au mois de septembre. Sous Laszlo Bologna. Exactement, et je me rappelle d'un match à Nantes où je crois c'était pas trop bien. Et au fur et à mesure, quand tu viens l'année suivante, tu apprends que ton club de formateur veut plus de toi, et je peux te dire, ça a été ma première claque que je prends dans le foot, parce que depuis petit, en fait, j'avais jamais eu de problème. C'est-à-dire que j'ai joué dans des grosses structures comme l'US Créteil quand j'étais petit, dans Val-de-Marne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis allé à Clairefontaine. Même quand j'ai fait mes tests de Clairefontaine, pour vous dire, j'ai même pas fait la dernière opposition parce que le mec de Clairefontaine m'avait dit que j'étais déjà pris. Donc moi, j'ai jamais pris des claques dans le foot. Et la première baffe que je prends, c'est ton club formateur, il veut plus de toi. Et je me rappelle que toi, j'ai pleuré, tu vois, pour te dire. C'est des trucs que j'avais pas dit, mais tu vois, parce que premier échec, etc. Tu vois, en plus, c'était Marc Keller qui avait pris le club. Et toi, tu te dis, putain, ouais, en fait, je crois que tu as oublié que tu étais à l'AS Monaco, sans manquer de respect, tu n'es pas dans un club entre la 15e et 20e place, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu as des clubs, certains joueurs de ton âge peuvent se permettre, tu vois, de faire juste une trentaine de matchs, avoir très peu de stats, et ça passe quand même parce qu'il n'y a pas le même degré d'exigence. Et forcément, tu prends un coup parce que voilà, c'est un échec, mais il faut aussi faire une carrière, tu vois. Donc, il y a Sochaux qui se manifeste, et je signe 4 ans là-bas, tu vois. Donc, c'est comme ça que je pars du club. D'accord. J'ai une petite question, désolé Manu. Penses-tu que si Laurent Banide, qui remplace donc Laszlo Bologna la saison où tu es à Sedan, si tu penses que Laurent Banide, qui te connaît, du coup, puisqu'il est chez l'équipe de jeunes est-ce que tu penses que si lui il est prolongé et non remplacé par Ricardo, est-ce qu'il aurait voulu que tu restes au club, je pense, s'il te connaît, du coup, il fait confiance à cette jeunesse monégasque. Je pense que tu vois, c'est plus facile parce que forcément il va essayer de faire confiance à des jeunes qu'il connaît, parce qu'en plus lui il est jeune coach, donc il se dit qu'ils vont, en général, la façon de penser c'est que les jeunes, si je leur donne la confiance, ils vont se taper pour moi, tu vois, c'est un peu ça, tu vois, le truc. Et si tu veux, moi je pense où je m'en veux, c'est que j'ai pas pris assez conscience pour moi, de la réalité même de la vie, tu vois, que la vie c'est dur, que à un moment donné, pour avoir certaines choses, faut te battre, tu vois. Par contre, tu vois, par exemple, ne pas être efficace devant le but, c'est parce que j'étais quelqu'un qui bossait pas là-dessus, que ça m'intéressait pas. Et à un moment donné, je me suis aperçu que le haut niveau, en fait, on parlait que de ça, tu vois, le contenu du joueur. Limite, excuse-moi d'être vulgaire, on s'en bat les couilles, en fait. Tu étais dans un truc de stats. La première chose qu'on va comparer des joueurs, c'est il a mis combien de buts. Tu veux pas savoir si le mec il est technique, si le mec c'est un bon joueur, si le mec s'il joue entre les lignes. Ça intéresse pas, en fait, grand monde. Et moi, à un moment donné, je peux comprendre qu'il y a des mecs qui se disent, mais ce mec-là, il est pas bon, il marque pas, et puis point barre. Et quand tu as l'AS Monaco, où tu as des joueurs d'un certain standing, en fait, tu peux pas te permettre d'avoir des joueurs qui ont un manque d'efficacité, tu vois.
Ok, d'autres questions, c'est top 5 du joueur de Monaco que tu as côtoyé, qui t'a le plus impressionné. Je mélange avec le centre de formation? Ouais, tout le Oh, Monaco. oui, oui. Ben, forcément, David Gigliotti. Ah ouais? Ouais, Gigli, c'était. Mais c'était un fou. C'est, c'est incroyable. La gestuelle devant le but et tout, mais. Il avait Et voilà, marqué c'est. Comment? un ciseau. Il avait marqué un ciseau, je crois, contre Contre Nice, Nice, non? son premier Ouais, match. c'est ça. Ouais. Ouais, Son premier Il n'a match. pas, il a pas eu sa chance aussi, hein. Pas plus que ça, hein. ouais. Bah, tu vois, lui aussi, c'était des problèmes de comportement. Non, il était exceptionnel. Il était exceptionnel. Et tu vois, par exemple, il va à 3 pendant que moi, je suis parti à Sedan. Pourtant, il met 9 buts, tu vois. 9 buts à l'époque, c'était énorme, tu vois, pour un joueur qui est prêté, etc. et tout. Dont, en plus, il avait mis, je crois, un ou deux ciseaux. Et bah, ça n'a pas suffi quand il est rentré à l'ASM aussi, tu vois. C'est pour te montrer qu'à une certaine époque, quand tu vois, quand tu es jeune joueur de maintenant et jeune joueur d'avant, c'est pas la même chose. C'était c'était deux choses différentes. Après, Serge Gakpé était impressionnant parce que tu vois, il avait 2 ans de moins que nous et il jouait déjà avec nous. Il jouait déjà avec nous et il avait une faculté déjà de frapper fort des deux pieds, d'être complet dans son jeu. T'as Zikos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je trouvais impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Tu vois, mais comme Christian Vieri m'a impressionné. Parce Ouais. que je trouvais que, bon, même si, tu vois, il était sur la fin, je trouvais qu'en tant qu'avançant dans sa gestuelle et tout, il était facile. Il était beau à voir jouer aussi. Ouais, exactement. Ouais. Il y a un Après, match t'en as plein, tu contre, vois. il y a, Comment? pardon, il y a un match contre Rennes où on est mené, je crois, et il te met un doublé, mais dont une reprise du droit alors qu'il est gaucher, qui était vraiment fabuleux, quoi. C'est vrai que c'était une bête, quoi. Puis lui, son objectif, c'était vraiment de jouer la Coupe du Monde 2006. Et c'est vrai que Exactement, ouais. il est arrivé, Exactement. je pense que après Morientes, d'avoir pu attirer avec tout le respect que j'ai pour Cheventon et Divayo, je pense que d'avoir attiré un Christian Vieri, franchement, c'était incroyable, quoi. Bah, pour nous, Incroyable. jeunes joueurs, c'était impressionnant de voir ça dans le Ouais. vestiaire, tu vois. Mm. Et après, il y a qui? Il y a Mike Cohn qui était impressionnant aussi. Mike Cohn, c'était waouh. Tu sais, c'était latéral droit moderne. Ah, C'était très, très fort offensivement. C'est-à-dire que des fois, je le voyais taper. Tu sais, avant, quand tu tapais des 1-2, tu faisais des jeux courts sur du 1-2, tu vois. Lui, des fois, c'était 1-2 avec l'avant-centre. En fait, c'était des grands 1-2, c'était des. Tu vois, des fois qu'on était en duel à l'entraînement, ben, tu vois, c'était intéressant parce que moi, j'étais dribbleur et il était moins à l'aise défensivement. Par contre, quand il avait le ballon, des fois, je prenais des petits ponts, je prenais des trucs. Et c'était rare de voir des latéraux, tu vois, faire ce genre de choses. Parce qu'en général, un latéral, il a une bonne technique, mais il n'a pas une grosse technique, tu vois. Et, euh, et lui, c'est vraiment un joueur qui m'a impressionné. Après, il y en a d'autres. Je pourrais en citer tellement, mais et peut-être que j'en oublie. C'est ceux qui m'ont aussi le plus marqué, qui me viennent immédiatement. d'accord, ok. Mon autre question, c'est Et, que penses-tu? Pardon. j'ai oublié le Greg Lacombe. Greg, c'était. Ah, Ah ouais? Ah, Ah, Greg, c'était c'est la Messi, relève Greg. de Julie pour moi. Il est Greg, aussi Ah petit ouais? c'était, que lui. La taille, Greg, le c'était même pied gauche poste, tout. soyeux. Ah, c'était un pied gauche incroyable. Ouais, mais Incroyable. ils ont pas eu leur chance ailleurs, hein. Non, mais pourtant, Tu c'est sais, bon. tu sais, après, ce que tu es fort en jeune et après ce que tu es fort en Ouais. pro, c'est deux choses différentes. Enfin, comment tu fais ta carrière après, c'est deux choses différentes. Après, tu me diras, lui, il a été champion de France à 17 ans avec Puel, hein, à l'époque, tu vois. mm. Donc, D'ailleurs, Laurent Banide, pour l'opération sauvetage en Ligue 2, pour pas tomber en Ligue 2, il l'avait fait rappeler de Montpellier pour revenir jouer à Monaco. Mais malheureusement, bon, c'était mal fini. Mais c'est vrai que Laurent Banide l'est absolument, ouais. Que penses-tu de Monaco actuellement? Ligue des Champions, Ligue 1 et le groupe Élite. ben écoute, ben, Tu les regardes? Tu les regardes ou pas? Ouais. toujours, Ah, bon. c'est la base. Donc, après, tu sais, c'est au début de saison, tu veux, tu avais des prémices de 2017.
Parce que, pas avec, tu sais, parce qu'en 2017, tu avais quand même des buts à l'appel, tu vois. Ça mettait des tarifs, n'importe quelle équipe et tout. Mais tu voyais des choses, Akilouche, Golovin, Ben Seguir. En plus, tu avais tes attaquants, tu peux les interchanger, ça dépend de. Tu as plein de choses à faire, tu vois. Sauf que, tu vois, les contre-performances, ça a commencé à Nice, je trouve. Où le match, tu le perds, t'es frustré. Ouais. Benfica, t'es frustré. Marseille, t'es frustré, tu vois ce que je veux dire? Il manque toujours, toujours un petit truc qui. On enchaîne les boulettes. Ouais, c'est ça, il y a toujours un truc qui va pas, quoi. Sinon, après, on perd pas d'énormes, enfin, comment dire, de grosses erreurs. Enfin, de grosses erreurs. On perd pas de beaucoup, quoi. C'est toujours un truc qui. Mais t'es pas dominé dans tes matchs. Et t'es plus fort que les adversaires, en fait. C'est ça, ouais. En fait, t'as des temps forts, t'as l'impression que tu mènes 1-0, mais comme tu te mets pas à 2-0 avec tu te mets pas à l'abri avec le 2-0, t'es toujours à la merci, en fait, d'une. Tu vois le but qu'on prend, l'égalisation contre Marseille, c'est même pas sur un temps fort de Marseille, tu vois. T'as l'impression qu'ils sont revenus un partout, mais sans avoir fait quelque chose. Alors que toi, ton début de deuxième mi-temps, t'as l'impression que tu peux les enfoncer. Et Benfica, moi je te parle même pas de l'arbitrage, où t'as un shérif, en fait. Donc, t'es content parce que tu sais que l'équipe elle a un gros potentiel et qu'à part PSG, t'as personne qui est plus fort. Mais tu te dis entre l'accumulation Ligue des Champions, championnat, est-ce que tu vas pas te faire souffler une deuxième place qui t'est pratiquement garantie, en fait? C'est ce que je dis à chaque fois. Ouais. Une deuxième place, il a pas dit première. Avec l'effectif qu'on a, on peut pas suivre. Il faudrait recruter encore 1 ou 2 joueurs pour. Tu penses? Parce que tu penses parce que moi je pense que tu peux. C'est juste que en fait dans tes moments de match, tu perds des points. Je trouve pas que c'est une question de profondeur de banc, c'est qu'une question en fait. T'as l'impression que ton erreur tu la payes cash en fait et tu sais pas pourquoi en fait. Ah non. Parce que Pardon, je te coupe. Mais si tu rates comme Marseille là, t'aurais mis Kerrer, c'est un autre match en défense. Tu penses? Pas après. Ah, c'est sûr. Singo, il fait pas la boulette. Je sais pas qui c'est qui faisait la boulette à droite, justement, pour le premier but. Voilà, il fait pas la boulette. Déjà, Salisu, il est de l'autre côté. Donc, c'est du côté de Kerrer. Moi, je te dis, il y a un autre match si tu mets Kerrer. À la place de Singo. Ça dépend. Ouais, peut-être, c'est sûr. Je sais mais bon, pas. après, on peut pas savoir. Le match, ça a été fait comme ça. Mais tu vois, pour moi, je préfère Kerrer Salisu que Singo Salisu. Ou Singo Kerrer. Après, je te dis pas que Manu, que Salisu, c'est un titulaire indiscutable. Mais par contre, de ta rotation, tu vois, c'est sur la durée d'une saison, c'est un bon joueur, tu vois. Mais par contre, tu vois, par exemple, contre Barcelone en Ligue des Champions, même si le match est un peu tronqué parce qu'ils ont joué à 10, t'as fait un très bon match. Et moi, je trouve que, tu vois, par exemple, ce qui monte ta profondeur d'effectif, c'est quand tu fais ton changement avec Balogun et Ilekena, où tu passes, tu sais, en 4-4-2, enfin, tu joues en 4-4-2 et tu passes avec tes deux attaquants. Et tu regardes, en fait, sur les 15 dernières minutes, tu as un jeu un peu plus direct où tu joues sur la vitesse de tes deux attaquants, en fait. Tu vois, qui prennent le dessus sur les deux centraux. Et moi, ce que j'aime sur cette ASM-là, c'est que tu as l'impression qu'il peut être différent parce qu'il est très technique avec Akilouche, Ben Seguir, Golovin, comme ils peuvent avoir un jeu direct avec ton profil d'attaquant. Donc, c'est pour ça que tu vois que je suis mitigé. Tu vois, quand tu me parles de on n'a pas de profondeur d'effectif, je pense que justement, on a perdu des points sur des choses où on était plus dominant que l'adversaire. Après, ça, tu vois, ça n'est que mon avis, tu vois. Et après, pour le groupe élite, j'ai regardé que le match contre Barcelone, où c'était un match incroyable, où forcément, tu as la pépite Simon Boisbré, tu vois, qui est au-dessus, et ça fait plaisir de te dire que tu as Akilouche, tu as Ben Seguir et tu as un autre derrière, tu vois. Ça montre que la formation de l'ASM, elle ne cesse jamais d'avoir des pépites, tu vois. Ok. Et ma dernière question, moi, c'est as-tu gardé des contacts avec des anciens joueurs de Monaco? Ah, toujours, hein, nous, ça fait partie de notre quotidien. Donc, écoute, j'ai eu Serge Gagpé au téléphone hier. J'ai vu Hugo Vénère, c'est un mec qui était formé au centre, enfin, qui n'est pas passé, mais qui est de la Gironde. Donc, forcément, comme je vous dis, on est toujours en contact. D'accord. On est toujours en contact, que ce soit Olivier Vigneault, Massamba Sambou. Ouais.
Qui d'autre Alexandre Hetman, un mec qui est pas passé et qui est maintenant en région parisienne. Donc, ouais, toujours avec la famille ASM, quoi. Ok, ben c'était pour moi. Merci. Merci bien. On va passer maintenant à Bastien pour les questions. Du coup, tu nous as dit que tu étais allé voir du coup des matchs un peu des jeunes à Monaco. Tu as regardé un peu le groupe élite. Au niveau du groupe élite, tu verrais qui passer en pro, vraiment peut-être s'imposer dans l'équipe pro. Alors peut-être pas cette année, mais voilà, peut-être l'année prochaine. Ben, Boisbré, c'est une évidence, tu vois. Après, on peut se tromper. On peut se tromper parce que, pour X raisons, l'effectif, si Akilouche, Ben Seguir sont pas vendus, bah, tu as quand même des clients à ton poste. Mais c'est lui l'évidence. Après, il y a Tincres qui est pas mal. J'aime bien aussi. Attaquant, jamais vu jouer, moi. Ouais, Michal. c'est pas mal. Ouais, il y a Michal aussi. Et celui que je kiffe, c'est Benama. Oui, Ah, ben, Il était un- mais qui a jamais Ouais. eu sa chance aussi. On le voit dans les stages de de début de saison là en été, mais c'est vrai que c'est dommage, il a jamais sa chance. Ouais. Après, au milieu de terrain avec Zakaria, c'est compliqué parce que waouh, c'est une bestiole. Il est fort. Donc, Et on ouais, c'est voit quand vraiment même, les. Ouais, excuse-moi. on voit que quand même Magassa, on en parlait nous, Magassa qui est un peu eu du mal au début, mais là il commence vraiment à se monter. Ça fait plaisir. C'est un produit du centre de formation justement. Et on en parlait, il y a quand même pas mal de jeunes du centre de formation là qui commencent à s'imposer avec l'équipe A. C'est vraiment cool, quoi. Ouais, bien sûr. Après, c'est toujours compliqué parce que c'est plus facile de faire sortir tes joueurs quand tu joues pas les premières places que quand tu les joues, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que l'ASM, c'est unique parce qu'ils arrivent quand même à combiner les deux. C'est sûr. Ok. Tu as fait ta carrière en France, donc Monaco, Sochaux, Bordeaux. Euh, As-tu des touches à l'étranger? Et si oui, pourquoi tu as décidé de rester en France? En fait, j'en ai eu après, tu sais, après mon départ, enfin avant mon départ de Sochaux, j'avais eu le club de Bâle à l'époque. Après, c'est toujours la même chose. C'est toujours des pourparlers. Est-ce que c'est vraiment, tu sais, un intérêt concret, etc. J'avais eu de la Turquie à l'époque, euh, de l'Italie aussi. Et si tu veux, c'est toujours après le degré, c'est parce que ça, c'est tes agents qui te disent, voilà, il y a tel club qui sont sur toi, etc. Et tout. Il y a eu l'Espagne aussi avec l'Espagnol de Barcelone. Et, euh, et moi, si tu veux, dans mon parcours, quand je vais à Sochaux, je fais mes 4 ans, tu vois, c'est un peu compliqué parce que dans la première année, voilà, je tombe sur un coach où c'est compliqué. Mais mes 3 dernières années, en fait, à Sochaux, je tombe avec un coach, Francis Gillot, avec qui je suis resté 6 ans après, tu vois. Et donc, j'ai plus suivi un coach, et en plus, il allait à Bordeaux, que aussi peut-être prendre un risque à l'étranger, tu vois. Ok, très bien. As-tu un regret sur ta carrière? Ouais, forcément, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je pense que si j'ai des stats par rapport à mon jeu de percussion, ma carrière, elle change complètement. Elle Mm. prend une autre tournure, t'es vu différemment. Mais après, je m'en veux parce que je suis le premier responsable de ça. C'est pas comme si je l'ai découvert quand j'avais 25 ans. On me l'avait déjà dit quand j'étais un peu plus jeune. Et puis en fait, si tu veux, tu as deux façons de voir les choses. Tu as l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est de te dire, avec une carence comme ça, tu as fait plus de 300 matchs en Ligue 1. Et le verre à moitié vide, dans 10 ans, si tu aurais réglé ce problème-là, je pense que j'aurais tapé la Ligue des Champions. Ouais, Mm. de France. ouais, je pense. Parce que si tu veux, dans mes forces, c'est-à-dire dans la percussion, déjà en France, on n'a pas beaucoup qui avaient mon niveau au niveau de ça, tu vois. Et
plus tu montes au haut niveau, plus intrinsèquement, c'est important d'avoir des forces, en fait. Et j'avais, tu sais, j'étais très fort en percussion, j'allais vite, et physiquement, j'étais endurant, tu vois. Donc, déjà, quand tu as ce package-là, tu peux voyager. Après, à un moment donné, dans le foot de haut niveau, faut mettre au fond, faut être décisif. Tu vois, par exemple, contre Benfica, je vois encore le pied de Di Maria, 35 ans, le pied, il est phénoménal, tu vois. Il est encore jeune, il a encore 20 ans. Exactement. La deuxième période, on le voit pas, et 2 passes, 2 centres, 2 buts, quoi. Et même, tu vois, les zones où il met les ballons, c'est trop dur pour un gardien de sortir. C'est waouh. Ouais, il les dépose avec la main presque. Exactement. Il les dépose avec la main. Ouais, et en plus, il a quoi? Il a 36 ans, tu vois. Ok. Tu gagnes la Coupe de France avec Bordeaux. Quel effet ça t'a fait de soulever un trophée? Et tu as marqué en Coupe d'Europe. Quelle différence de sensation avec un but en Ligue 1? Tu sais que je marquais tellement rarement que moi, c'était un miracle à chaque fois. Donc, tu sais, tu pars d'un principe où. Comment? Oui. T'as marqué contre Monaco avec Bordeaux. Ouais, mais Subasic, il m'a bien aidé, hein, je te le dis. Ouais. Du droit dégueulasse, et lui, il m'a aidé. Bah, ils ont vu que j'étais un ancien, donc ils m'ont aidé là-dessus. Et écoute, pour déjà la Coupe de France, j'étais content parce que déjà, premier trophée dans ma carrière professionnelle. Et en plus, je te mens pas que je fais une très belle passe D pour le but du 3-2, tu vois, à 2 minutes de la fin. Et en plus, cette année, tu vois, c'était une année assez longue parce que on a joué toutes les coupes, si tu veux, Coupe de la Ligue, Coupe de France et tout. Et en fait, c'était depuis l'AS Monaco que j'avais pas joué autant de matchs et sur toutes les. Enfin, autant de matchs. J'avais pas joué autant de matchs et j'étais pas aussi présent sur toutes les compétitions, sur de la durée, jouer tous les 3 jours, etc. et tout, tu vois. En fait, ça faisait au moins, de mon passage de Sedan-Sochaux jusqu'à Bordeaux, je n'avais plus vu ça depuis peut-être 7-8 ans, tu vois. Et c'était une année qui était tellement longue parce que la finale, elle se fait le 1er juin. Et de pouvoir finir là-dessus comme ça, c'était gratifiant parce qu'au moins tu te dis, voilà, l'année, elle n'est pas longue pour rien, tu vois. Et je me rappelle parce que c'était une très belle journée pour le club de Bordeaux parce que juste avant, les jeunes, ils gagnent la Gambarde. Donc, très belle journée. Et puis j'étais content parce que moi aussi, tu vois, Bordeaux aussi, c'est un grand club et d'y avoir pu gagner quelque chose, c'est une bonne chose aussi, tu vois. C'est dommage ce qui leur est arrivé là. Ouais, c'est de la folie, hein, parce que moi, tu sais, quand je suis arrivé, c'était 2 ans après la période 2009, donc les Gourcuff et tout. En fait, tu voyais un grand club, tu vois. Tu voyais un grand club, et puis d'en arriver à là, c'est triste parce que sans Bordeaux, tu vois, la région, c'est pas la même. Ok. Merci Bastien. On va finir ces questions par Fred maintenant. Alors, tu étais entraîneur à Mérignac. Cette reconversion te plaît-elle et voudrais-tu un jour entraîner en Ligue 1? Ouais, de base, écoute, entraîner, c'est cool. Parce que je trouve que moi, j'ai beaucoup à apporter là-dedans, dans le sens où je pars du principe où ce qu'on m'a véhiculé depuis tout petit, c'est un très très bon football. Parce que quand j'ai été formé à Créteil, j'ai eu des très très bons éducateurs. J'ai eu des très bons éducateurs à Clairefontaine. J'ai eu des très bons éducateurs à Monaco. Et franchement, sincèrement, je pense que c'est très rare En fait, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se dire que tous les clubs qu'il a fait quand il était jeune, c'est que des top clubs. Mais après, quand je dis top club, c'est l'école de foot, etc. Tu vois, de tomber sur. Et en fait, ça t'aide beaucoup quand t'es joueur, qu'on te fasse jouer de la bonne manière, en fait. C'est-à-dire beaucoup sur le côté technique, le jeu au sol, etc. Réfléchir quand tu joues et tout. Et ça, c'est quelque chose que. En fait, je suis resté 4 ans à Mérignac.
Et dans mes 4 ans, j'ai entraîné une fois, on va dire, comme entraîneur principal sur toute une saison. Et ça s'est très bien passé. Notamment, tu vois, on va dire, j'ai égalisé le record du club parce qu'ils sont allés jusqu'en 32e de Gambarde. Donc, ils n'avaient pas fait ça. Donc, ils avaient fait ça il y a 2 ans. Et on s'était fait éliminer par Saint-Brieuc, Stade Briochin. Donc, pour une première expérience, c'était bien. Et je trouve que j'ai marqué quand même mes joueurs, tu vois, positivement. Et ça, c'est un truc qui n'a pas de prix parce que quand tes joueurs te montrent beaucoup d'affection, qui sont contents d'avoir travaillé avec toi, c'est quelque chose de gratifiant parce que c'est un peu pour ça qu'on entraîne, c'est-à-dire que de partager ce qu'on a appris et de leur apprendre à jouer de la meilleure des manières. Enfin, qu'on estime. D'accord. Alors, on en avait déjà parlé un petit peu avant. Que penses-tu de la situation actuelle de Bordeaux? C'est, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est une déception, mais j'ai pas de mots parce que, tu sais, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu le Haillan en 2011 quand je suis arrivé. Et dans l'état où il est maintenant, il y a plus de. En fait, c'était un lieu de vie avant. Le château, c'était quelque chose. Les salariés du club, c'était des amoureux du club. Et au fur et à mesure, c'est devenu ce qu'il est en ce moment. Et puis, il y a même de la colère des fois. Parce que moi, tu vois, j'ai quand même, tu vois, une certaine affinité avec certains qui ne sont plus au club. Et ça fait mal, en fait, de voir des amoureux du club déjà perdre leur boulot par rapport à ce qui s'est passé. Et tu as l'impression que tu as perdu aussi l'identité de ton club. Donc c'est un peu compliqué. C'est dur. Ouais. Et quel stade t'a le plus impressionné? Je réponds pour de vrai ou pour de Non, après, tu sais, en tant que Parisien d'origine et Bordelais, c'est difficile de dire le nouveau Vélodrome, tu vois. Ouais, ça doit être impressionnant quand même. Ouais, tu sais, l'ancien, il est mythique parce que voilà, c'est l'OM de tapis, etc. Mais c'était pas si ouf que ça parce qu'en fait, le stade, il était ouvert. Et comme, tu vois, ça chantait, le bruit, il s'éparpillait un peu. Mais le nouveau, Frédéric la Bulot nous disait la bronca même qu'il y chose. a. Comment? Frédéric Bulot nous disait la même chose. Le nouveau, la bronca qu'il y a, il est fou. Euh, Paris avant. Pas Paris de maintenant, mais le Parc des Princes avant, c'était ouf. Parce que voilà, le bruit, l'ambiance, etc. et tout. Ouais, D'accord. c'était. Après, j'ai fait Liverpool. Et l'Angleterre, c'est différent parce que ça applaudit sur des tacles. Ça chante pas tout le temps, en fait. Donc, c'est différent. Je me permets, Liverpool, a priori, niveau ambiance, il y a juste quand ils chantent là au début que c'est ouf. Ouais. Mais après, le reste, voilà, c'est pas l'ambiance qu'on peut avoir en France ou peut-être en Allemagne aussi. Parce que j'ai le beau-père qui était allé pour voir Toulouse l'année Ouais. dernière et il disait que voilà, l'ambiance, elle n'est pas ouf non plus, quoi. Sauf voilà, au début quand ils chantent, mais après, l'ambiance, c'est pas extraordinaire. Tu vois à la télé, hein, comment tu vois pas de tifo, enfin de tifo. Tu vois pas des supporters, tu vois pas. Ils sont calmes, ils sont assis et ils regardent. En fait, c'est un spectacle pour nous aussi, mais pas pareil. Nous, on anime un peu les choses, quoi. Ok. Alors la 20, donc que penses-tu du foot actuel? Compliqué parce que moi je suis un peu, je vais pas faire l'ancien un peu, mais si tu veux, le foot de maintenant, il est très business. Oui. Très business. C'est dur de garder une même équipe 3-4 ans. Donc c'est dur de faire des projets. Après, les jeunes joueurs, en fait, c'est devenu beaucoup de trading, je trouve. Beaucoup de trading de joueurs. Et puis, il y a trop de jeux de transition. Tu perds tes numéros 10
les équipes maintenant prennent plus de risques. Elles veulent marquer sur des déséquilibres de l'adversaire. Je trouve, tu vois, par exemple, l'ASM est différent dans le sens où aligné Akiloch, Golovin, Ben Seguir, 3 techniciens à l'ancienne comme ça, c'est pas tout le monde qui le fait, tu vois. Il y a Minamino aussi. Beaucoup, t'as... Comment? Il y a Minamino aussi. Ah, excuse-moi. Tu vois, je l'oublie, tu vois, Minamino, c'est dans le même type, tu vois. Je l'oublie à chaque fois. Tu vois la profondeur de banc, Manu? Tu vois? Ouais. Le milieu de terrain, ouais. Exactement. Ouais. Et si tu veux, voilà, le football de maintenant, en fait, que tu sois pratiquement dans n'importe quel pays, tu as l'impression que tous les styles de football se ressemblent, en fait. Et je suis moins fan par rapport à ça. La différence qui se fait par rapport à avant, c'est que les joueurs sont beaucoup plus athlétiques, beaucoup plus préparés. Par contre, cérébralement, je trouve qu'ils sont moins intelligents dans le jeu. De toute façon, c'est un peu aussi ça, c'est plus tu mets de vitesse dans le jeu, moins tu as le temps aussi de réfléchir, moins tu es cérébral. Et les numéros 10 disparaissent parce qu'eux aussi, ils ont moins de vitesse. Et les joueurs, les entraîneurs veulent des mecs sur transition rapide, donc le jeu aussi est moins technique. Donc c'est comme ça que je vois le jeu actuel. Tu vois. C'est Gaël Givet qui donnait une interview aussi récemment en disant que le foot actuel le dégoûtait un petit peu plus aussi. Ouais, après, j'avais vu le titre, mais j'avais pas vu le contenu de ce qui a été dit. Sensiblement pareil, hein. Il disait voilà qu'à l'époque, à son époque, c'était très différent et que là, un peu ce que tu dis et ce qu'on pense aussi d'ailleurs. Hein. C'est vrai que c'est vraiment nouveau et c'est pas top. Ouais, après, écoute, hein, apparemment, si on dit des choses comme ça, on est des vieux cons, donc je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est notre ressenti parce que en fait, t'as moins d'émotions parce que je pense que chacun, il y a moins d'interaction déjà entre les joueurs, les supporters. Mais après, c'est un peu de la faute de tout le monde. Je pense que les journalistes aussi ont leur part de responsabilité. Quand à un moment donné, tu tapes trop sur les joueurs, les joueurs ils se protègent. Quand tu vas parler mal d'un joueur, maintenant le joueur il utilise Instagram pour donner aussi ses propres versions, parler, etc. Les joueurs aussi sont moins proches des supporters parce que des fois il y a eu des débordements, des fois tu vas te faire insulter. Mais je pense qu'à un moment donné, aussi les joueurs aussi sont responsables dans le sens où quand tu vas mettre tes écouteurs, certes avant les matchs, alors que faut aller peut-être taper dans la main de 2-3 supporters qui se sont déplacés pour te voir. Ça, pour moi, c'est de l'éducation. C'est plein de petites choses comme ça, tu vois, qui fait que chacun reste de son côté et personne ne peut plus s'identifier à la chaleur humaine qu'avait le football avant, en fait, tu vois. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, oui, il y aura toujours des débordements, mais on ne peut pas se servir des débordements pour mettre des interdictions tout le temps, en fait. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. C'est comme nous quand on va voir les matchs de foot. Maintenant, tu vois, t'as un filet devant toi, quoi. Exactement. Putain, ça fout les boules, quoi. Exactement. Nous, on allait à Lyon la dernière fois, t'es tout en haut. On dirait qu'on est des animaux en cage avec un filet. Tu vois à peine le stade, tu vois à peine le terrain. Et ça t'as de tous les côtés. Et toi, t'as un filet devant, tu vois rien. Exactement. Mais tu profites plus de la même manière. En fait, tu y vas, mais sans le vivre de la même manière. Mais parce qu'encore une fois, je pense que on a mis trop de règles par rapport à des minorités qu'on déconne, en fait, tu vois. Donc, voilà. Du coup, dernière question. Un dernier mot pour les supporters monégasques. Moi, j'avais une dernière question après, mais... Bah écoute, hein, le fameux Dage Monego, hein, toujours. Hein, et j'espère que cette saison, déjà, on va aller loin en Ligue des Champions, je le sens. Parce que, comme on se l'a dit tout à l'heure, on perd sur des détails, mais on montre toujours qu'on est plus fort que l'adversaire. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et puis, on prend les plus gros là, maintenant. Hein. Comment ? On prend les plus gros maintenant. Hein. Tu sais, on est surprenant. Arsenal, c'est normal aussi, quand même. Arsenal, Inter et Aston Villa. Hein. Et Balogun, il va avoir la rage, il va marquer contre Arsenal, t'inquiète. Mais non, écoute, pour tous les supporters, continuez à supporter le club. Voilà, le club, il nous rend toujours aussi fiers.
Et je vous ai vu quand à un moment donné, moi je me rappelle quand j'étais à Sochaux, le club était descendu en Ligue 2. Les supporters ont toujours été là. Ils sont remontés, et quand ils sont remontés avec des Falcao, des Carvalho, ils sont remontés blindés. Donc l'ASM sera toujours au top et continue à les supporter, continuer à chanter pour le club et vous nous faites plaisir, vous nous rendez fiers parce que des fois on rit de nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de supporters, mais peu de clubs peuvent se targuer d'avoir autant de titres et d'avoir autant de grands joueurs que notre club, en tout cas. On a des supporters, mais un peu partout. Donc. Exactement. Et tu voulais dire quoi, Manu, comme... Moi, dernière question, c'est quel entraîneur t'a plus impressionné ou aidé à grandir ou qui t'a plus marqué quoi, de toute ta carrière? Forcément, moi, c'est Francis Gillot qui m'a le plus impacté. Après, bien sûr, Didier Deschamps, ça marque, tu vois. Ça marque parce que c'est the coach dans le sens où tu vois qu'il est charismatique. Quand il parle, tout le monde écoute. Il est proche de ses joueurs? Comment? Il est proche de ses joueurs? C'était difficile à voir pour moi parce que tu sais, quand il va, tu regardes pas tout ça, tu vois. Tu es là, tu fais ton entraînement, tu essaies de bien le faire. Et le peu de temps de jeu qu'il te donne, etc. Mais je pense que tu vois, quand on montait, je pense qu'il avait une bonne affinité avec Bernardi, Zico et aussi Ludo Giuli, tu vois. On voyait ça. Début. Mais je l'ai vu mettre aussi des coups de pression à des joueurs où personne ne parle. Et ça, c'est impressionnant. Mais sinon, c'est Francis Gillot parce que tu vois, c'est quelqu'un qui a cru en moi et qui m'a beaucoup apporté en termes de confiance. Si je puis me permettre, c'est vrai que quand on le voit, Francis Gillot, quand on le voyait, il était un peu froid d'apparence. Et il avait l'air de vraiment serrer la vis. Est-ce qu'il était vraiment comme ça aussi en off à peu près? Si tu veux, nous, des fois, par exemple, avec un de mes meilleurs amis dans le foot, Henri Cévé, des fois, on s'appelait au téléphone, on faisait des répliques qu'il nous faisait à la mi-temps. Et mort de rire. Mort de rire. Quand il clash, il clash. Hein. Ah, il est fort. Hein. Ouais. Et je me rappelle une fois, des fois, on fait cette réplique parce que je crois qu'on avait fait un match à Sochaux où on était catastrophique. Et premier truc qu'il dit à la mi-temps, il dit je peux rien corriger, il n'y a rien. Et on a rigolé. Et tu vois, et en plus, il le disait d'une manière, tu vois, qui était assez marrante. Mais sinon, il est marrant. Hein. Faut pas croire, il est marrant. Donc, des fois, il avait des répliques, c'est vrai, même envers les médias, c'était comique. Ouais. Non, il est très très bon. Il est où, mais il y a aussi Willy Sagnol que j'ai bien aimé, même si ça a été court. Et c'était ses débuts, je crois, en club, parce que je crois qu'il avait commencé avec France Espoir. Oui. Et c'est quelqu'un qui ne m'étonne pas dans son parcours, parce que voilà, déjà, ça a été un grand joueur, et forcément, même si ça ne s'est pas déroulé comme prévu à Bordeaux, ça ne m'étonne pas ce qu'il est en train de faire. Quoi. Géorgie, c'est beau. Hein. Oui. Exactement. Bon boulot. Ouais. On arrive au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter, peut-être Fred? Juste parler du drapeau qu'il y a derrière Laetitia. Du coup, c'est Jérémy qui fait signer son drapeau aux supporters. Okay. De supporter en supporter. Et je crois que d'ailleurs, même Laetitia sera à Reims avec. Ouais. Et du coup, chaque supporter le signe, l'amène au stade et le fait signer par les autres supporters. Et à chaque fois, il envoie un autre supporter pour la suite. Pour qu'à la fin, il veut essayer de le vendre aux enchères pour une association ou l'afficher dans les vestiaires du club. Oh, il a bien voyagé. Hein. Oui. Et Fred, quand tu le dis à la fin, c'est à la fin de la saison? Quand le drapeau sera plein. Ouais, ok, d'accord. Ok. Ouais. Et il voyage dans le monde entier. Hein. Il est au Mexique, là. Il revient du Mexique, le drapeau. Et Fred, qu'est-ce que tu appelles le drapeau quand il sera plein? Parce que, tu sais, après, faire des petites écritures, on peut le faire aussi. Donc, c'est vrai. Il y a des petites écritures, il y a un peu de tout. Hein. Il y a même qui vont être effacés, j'ai l'impression. Ok.
Bah écoute, en tout cas, voilà, c'est une belle initiative de ta part, et je trouve que c'est même original, tu vois, C'est parce pas que... moi. C'est Jérémy, c'est Périple du drapeau monégasque. C'est un Bah écoute, notre supporter. ouais, parce C'est que grâce c'est à en Fred. général, des fois, on le fait signer par les joueurs, je trouve que, tu vois, ça change un peu, tu vois, parce que Mm. forcément, on ne parle pas assez des supporters, des sacrifices qu'ils font, et ça, c'est une bonne cause, parce que ça montre que vous êtes encore... Bah, déjà, de toute façon, vous êtes déjà plus fidèle que les joueurs en général, parce que vous supportez toujours le Oui. club, Ouais. et les carrières, elles nous obligent à aller voir d'autres clubs, donc forcément, de vous mettre en valeur aussi, c'est une bonne chose. Donc, écoute, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, les gars, et c'est bien ce que vous faites, parce que déjà, vous faites l'actualité du club, et ça aide aussi les prochaines générations, parce que pour que l'amour du club perdure, bah, il faut des mecs comme vous, et c'est obligatoire, en fait. Parce que c'est C'est comme vrai ça que ça se gentil. passe, c'est la transmission. C'est vraiment gentil, hein. Comme je disais, on est une jeune chaîne et puis voilà, c'est vrai qu'on s'est bien développé. Puis nous, pareil, on s'est bien trouvé, hein. On se connaissait pas il y a même pas un an et c'est vrai que là, on est devenu une mini famille, hein, des amis. Et puis ouais, bah là, Laetitia et moi et Jérémy, on va se voir à Reims. Ok. Puis Manu comment Fred et Laetitia, vous êtes Alors, vus pour. Ouais, bah quand j'étais revenu de C'est- Monaco, je Oui, m'étais arrêté voilà, à c'est ça. Valence pour manger avec eux. Voilà, c'est Ok, ça. ok. Donc c'est vrai que c'est comme une seconde famille là. On est en train de créer. C'est vraiment gentil tes encouragements parce qu'on débute et puis vraiment on tient à cœur dans ce projet à voilà à informer de l'actualité et puis ne pas oublier le passé. Et c'est vrai qu'on veut transmettre aussi ce qui s'est passé avant pour les jeunes supporters. Et encore merci à toi d'avoir pu remonter le temps et puis d'avoir raconté ce qui s'était passé lors des saisons précédentes. Voilà. Ok, ok. Merci. Mais je voulais rebondir sur quand vous m'avez parlé d'entraîneur, vous parlez que de ma carrière pro ou même chez les jeunes? Chez les En fait, jeunes nous, chez aussi, les hein. jeunes, on connaît pas. Ah, bah, aussi, il y avait Ouais, Barry. chez les jeunes, parce que je suis obligé de les citer, parce que c'est pour moi une. C'est eux qui t'ont fait. Bah, Bien sûr. comment? C'est eux qui t'ont fait grandir. Enfin, grandir. C'est eux qui t'ont Ouais. fait. Ouais, je vais citer leur nom. Créteil. Tu vois, ça a commencé à Créteil. Bon, il s'appelait Roger Boffy, tu vois, paix à son âme. C'est quelqu'un qui m'a marqué, parce que déjà, c'est lui qui m'a appris le jeu au sol, etc. et tout. Parce que pourquoi je parle de jeu au sol? Parce que voilà, en région parisienne, c'est réputé, tu sais, pour être très athlétique, sur l'agressivité et tout. Et nous, à l'époque, tu vois, c'était carrément le contraire. Tu vois, c'était dans les années 90. Après, il y a eu Bernard Tessandier, qui était un entraîneur où lui te rentrait dedans avec des mots. Je pense qu'il pourrait pas coacher de nos jours. Mais, tu sais, ça nous dérangeait pas parce que nous, on savait encaisser ce genre d'entraîneur et je l'ai trouvé extraordinaire comme coach. Mais tu vois, c'est pas tout le monde qui va kiffer, tu vois. Mais nous, moi, il m'a marqué. C'est un mec qui m'a marqué, mais positivement, tu vois. Et après, il y a André Merel qui était à Clairefontaine. C'était voilà, the coach de Clairefontaine. C'était un très très grand coach qui était ancien joueur professionnel. Là, en plus, il a des problèmes de santé, donc je lui fais un gros gros bisou à mon coach. Il y a Dominique Flamand qui était mon coach à Créteil, qui m'a aussi marqué parce que j'ai fait un an avec lui. C'était un an extraordinaire. C'était juste avant d'aller à Clairefontaine, d'aller à Monaco. Et lui, maintenant, ça fait 25 ans qu'il est recruteur pour le PSG. Donc, Pas lui aussi, encore, il là? ouais, il est encore ouais, au PSG. Bon, en fait, dès qu'il a quitté avec notre équipe quand on était en U13, il est passé avec le PSG. Il y a une pensée aussi pour Gérard Avon. Pas Gérard Avon, j'ai n'importe quoi. Gérard Avon, c'était un mec qui était à Monaco en plus. Non, Gérard, je me rappelle plus de nom de famille. Paix à son âme aussi, qui est décédé, qui était à VGA Saint-Maur avec moi et qui a aussi m'a aidé beaucoup dans son parcours. Je suis désolé de dire ça, les gars, c'est long, mais tu sais, il Non, faut mais Non, toujours non. remercier les Pas de coachs. souci, hein. c'est important. Hein. Exactement, parce que tu sais, on les met jamais en avant, mais plus nos Tout coachs, à tu fait. vois, qui sont passés dans le monde pro. Et forcément, après, voilà, à l'ASM, ça a été Paul Pietri, qui était un coach emblématique avec la famille Banide, Gérard Lepère et Laurent. Et forcément, après, je suis obligé de citer Frédéric Barry-Laro, Oui, Monsieur Barry, qui est une légende du club. Et tout à fait.
et forcément de penser à lui. Et j'étais obligé de m'excuser à la fin de sa carrière de ma carrière que quand il me disait de marquer des buts, je lui ai dit pardon, t'avais raison en fait. Il avait raison. Et il a toujours raison à la fin. Donc voilà. Un grand merci à tous ces coachs et parce que ils m'ont construit, ils m'ont aidé à construire, même si on aurait toujours voulu plus. Et il faut pas aussi que j'oublie que j'ai eu de la chance d'être footballeur professionnel et que on dit qu'il y a un joueur sur 1000 et je dois regarder plus le VAR à moitié plein qu'à moitié vide. Donc je vais finir là-dessus. Et merci à vous en tout cas. C'est nous qui te remercions aussi. Merci à toi. Merci à toi. Au nom de Débrief ASM, encore merci de nous avoir accordé du temps. Et puis voilà, c'était un super moment. Et puis merci pour tout. Et merci Laetitia, merci Fred, merci Manu, merci Bastien. Puis chers auditeurs, voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour nous suivre. Et en tout cas, on vous retrouve très bientôt pour de nouveaux débriefs et de nouvelles interviews. Voilà, bonne fin de soirée à tous. Merci à vous. Salut. Les gars.